Dans la vidéo du jour, on reçoit Adli Takal Bataille qui est dans l'écosystème crypto et blockchain depuis maintenant 2013. Il a créé deux boîtes, dont une spécialisée sur les stablecoins. C'est pour cela que l'on développera un peu comment fonctionnent les stablecoins et son avis sur le sujet. On parlera aussi d'un sujet qui est relié, à savoir la tokenisation d'actifs réels ou les RWA. Il nous donnera aussi son avis sur la finance décentralisée et sur le FUD actuel que l'on voit sur Ethereum, la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire les personnes que vous aimeriez voir sur la chaîne en interview. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de Adli. Salut Adli, bienvenue sur la chaîne, comment vas-tu? Hello, hello, tout va bien, tout va bien. Écoute, début de semaine qui, j'espère, va être rythmé encore une fois. Ok, bah du coup, on va commencer par une petite question classique. J'aimerais que tu te présentes avec tes propres mots et de la façon dont tu le souhaites. Bon, moi, je vais aller, je pense assez rapidement sur la présentation parce que déjà, je l'ai déjà fait plein de fois dans plein d'endroits différents et je suis pas le plus intéressant. Donc moi, je suis dans les cryptos depuis 11 ans maintenant. J'ai un parcours assez varié parce que je viens du monde des lettres classiques à l'origine. J'ai fait pas mal de trucs en France. Mes 4 premières années, on va dire plus sur le côté transmettre ce qu'est les cryptos, ce que sont les cryptos, ce qu'est Bitcoin, etc. Via des bouquins, des meet-ups, une asso, etc., etc. Et depuis, on va dire 7 ans, je suis à plein temps dans les cryptos. J'ai eu plein de différentes aventures. Et là, les deux dernières, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle Shift. Et je suis aussi là en ce moment et depuis 2 ans, très impliqué, totalement impliqué et cofondateur de Usual Money, donc qui est un projet de stablecoin dollar. Et donc, je suis cofondateur on va dire du labo qui développe le protocole. Et on a lancé il y a à peu près 2 mois. Et ça commence j'ai envie de dire, à prendre forme. On a réussi quand même à tirer un peu de dépôt finalement, parce que c'est tout le challenge d'un stablecoin. Et sinon, moi, on va dire mes spécialisations dans les cryptos sont plutôt du côté des tokenomics, du product. Et après, dans le labo, je suis aussi sur tous les côtés stratégiques et notamment le côté aussi business development, enfin, aller parler à tous les protocoles, tous les autres protocoles pour des intégrations, tous les autres projets, etc. Ok, bah super intéressant. Et je voulais savoir, le fait d'être entrepreneur niveau blockchain, est-ce que tu penses que c'est plus compliqué que dans le monde traditionnel ou est-ce que pour toi ça revient un peu au même parce que chaque secteur a ses difficultés, ses problèmes? Hum, je dirais que c'est quand même un spectre spécifique. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup le projet au sein des cryptos que tu as. Quand c'est sur un projet crypto, on-chain, DeFi, et mondial, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des gens, je sais pas, ils vont sortir un service plus qui va utiliser telle partie technologique des cryptos pour faire un jeu ou autre, et leur cible, ça va être tel public dans un pays. Bah là, finalement, c'est une boîte assez traditionnelle, je pense, en quelque sorte. Alors que là, on est vraiment sur une boîte très crypto, dans le sens où c'est bête, mais pour l'instant, notre DApp, elle est accessible qu'avec un wallet. Et ne serait-ce que ça est une barrière à l'entrée par rapport à d'autres. Euh, et dans un monde où c'est du 24/24, 7/7, vu que c'est des interactions avec les smart contracts, donc il y a un côté très intense, on va dire, très compétitif aussi, parce que comment dire, la TVL, elle est limitée en quelque sorte, même si j'ai envie de dire que l'espace et les cryptos grossissent, donc la TVL globale aussi. Mais il y a vraiment un aspect compétitif, et c'est une compétition mondiale. Donc je pense que oui, c'est comme, enfin, l'entrepreneuriat, c'est jamais de tout repos normalement. Je pense si on veut lancer une boîte. Mais en tout cas, c'est clair qu'on ne peut pas du tout se contenter de l'horaire du bureau, j'ai envie de dire. Et il y a vraiment cet aspect compétitif fort. Enfin, moi, c'est ce qui me marque là par rapport à même mes autres précédentes expériences. C'est qu'on est vraiment
dans le champ, j'ai envie de dire, de la DeFi mondiale. Et donc, le terrain de jeu est mondial. Et il y a un côté, je dirais presque, il y a un côté sport de haut niveau, quoi, en quelque sorte. Parce que il y a un classement, il y a, comment dire, une longue somme de travail qui va donner, qui donne un résultat ou pas. Et il y a plein de gens très talentueux aussi en face qui se battent pour les mêmes places au classement, j'ai envie de dire, et ces places au classement, c'est la TVL. Donc, il y a donc TVL pour Total Value Lock, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, qui veut dire le nombre de dollars qui sont, enfin la valeur dollar déposée dans le protocole en question, dans les smart contracts en question. Et donc nous, là, on a réussi à être, je viens de dire, dans le top 70 Ethereum en 2 mois. Et ça se sent, cette compétition, quoi. Là, on est presque top 10 stablecoin dollar monde. Et donc, c'est pareil, c'est assez intense pour réussir à continuer de démontrer qu'on a un modèle qui peut être intéressant pour tout le monde. Et donc, et qui a un intérêt à rejoindre et à utiliser le projet le plus tôt possible. Après, voilà, je pense que tout entrepreneuriat est dur, mais j'avoue que je pense qu'il y a une spécificité sur l'intensité, on va dire, et aussi la planification qui est un peu différente avec un jeu qui est vraiment propre aux crypto, dans aussi la manière de lancer les choses et aussi dans les opérations, parce que c'est tout bête, mais le fait d'avoir des audits rajoute dans le cycle de lancement de quelque chose à chaque fois 2 semaines ou 1 mois pour les audits. Donc tout est en décalage, doit être prévu un peu à l'avance, tout en devant être réactif très vite, parce que il y a comment dire, l'écosystème bouge très vite, il y a des nouveautés très rapidement. Donc voilà, il y a beaucoup de challenges. Je dis pas il y en a pas dans les autres boîtes, mais je pense qu'il y a vraiment un côté quand même très très intense parce que on peut arriver très rapidement dans le champ compétitif qui est en haut de la pile, entre guillemets, quoi. Et par rapport à d'autres secteurs où je pense que c'est plus dur de se retrouver dans cette compétition-là. Je sais pas si Ok. c'est clair, mais Si, c'est très clair. Bon, on en avait parlé aussi avec Sam, justement, de ce côté entrepreneuriat, et on avait remonté deux principales choses. C'était la gestion des bear markets, qui était peut-être un peu plus dure, parce que tu dois, forcément, en bear market, tu vas avoir moins de monde, surtout en DeFi, moins de TVL, attirer moins de monde. Donc, il faut avoir justement cette gestion en se disant, il faut quand même mettre de côté dans les bull runs pour pouvoir ouais, mais gérer. là-dessus, par exemple, je trouve qu'on a une vision biaisée parce que quand tu penses à l'IA, depuis que la traîne de l'IA existe, et c'est fait depuis longtemps, ou même d'autres trucs, hein, la VR, l'AR, tu as des boîtes qui sont en traversée du désert pendant 10 ans. Pendant 10 ans, la R, plus personne n'en parlait. Et c'est des trucs, ça revient tous les 10 ans, 15 ans, 5 ans. Enfin, je pense que finalement, les cycles de creux des cryptos, ils sont plus faibles que le cycle de creux de plein d'autres trucs technologiques. Et surtout, il se passe quand même des trucs. Alors, bien sûr, il y a un côté un peu spécial parce qu'il y a ce côté directement financier et tout le monde a moins d'argent, etc. aussi. Donc, il y a un côté un peu plus peut-être désespoir, mais ouais, je trouve que il y a plein d'autres secteurs. Quand tu regardes ces secteurs-là, tu as des mecs, ça fait 30 ans qu'ils bossent sur la VR. Tous les 10 ans, ils ont un petit moment de gloire parce que il y a la traîne qui revient. Je pense que ça doit être assez dur aussi de survivre, et même peut-être plus dur. Là, on le voit, c'est une anecdote, hein, mais il y a la start-up française, la Yinsec, qui faisait de la fabrication qui voulait faire de la production d'insectes à grande échelle. Je crois qu'il y a des grosses difficultés financières et qui avait été financée à hauteur de centaines de millions. Bon, ben, eux, pareil, enfin, tous ces business là qui sont un peu sur un business futur, où il y a un moment une trend, où il y a de l'investissement qui arrive, et puis après, bon, ben, finalement, le business apparaît ou pas, et la verticale business apparaît ou pas. Ouais, je ne sais pas si là-dessus, honnêtement, je ne sais pas si on n'est pas plus avantagé, limite, parce que c'est presque plus prédictible, ça arrive. Enfin, les périodes sont courtes, quoi. Ouais, et même en bear market, il y a quand même des capitaux investis. Donc, c'est dur, c'est dur, hein, je ne vais pas dire l'inverse, mais je pense qu'on n'est pas spécialement plus désavantagé que d'autres de ce point de vue-là. Ouais, point de vue intéressant. Et après, on avait aussi remonté le fait, il m'avait justement dit que pour lui, c'était un peu le cheat code crypto blockchain
avant et que bah, forcément, plus ça devenait mainstream et plus il y avait de monde qui s'intéressait et plus justement tu avais cette difficulté parce que plus de monde s'y intéresse, tu as plus d'entreprises. C'est un peu moins le cheat code. Avant, c'est vrai qu'avec un white paper, tu pouvais le lever beaucoup plus facilement que maintenant. Oui, bah ça c'est vrai. Par contre, c'est qu'avant les gens avaient moins de choses, les gens avaient moins de choses à se mettre sous la dent, et ça crée. C'est vrai que ça a dû créer par définition de la spéculation sur des choses qui maintenant ne seraient même pas vues. Euh, mais après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a malgré tout encore des moonshots un peu improbables avec les mêmes coins ou autres, finalement. Donc j'ai envie de dire que tous les comment dire, tous les tiers de sérieux continuent d'exister, quoi. Et finalement, je pense qu'il y en a quand même qui émergent dans tous les tiers de sérieux. Mais par contre, il y a plus de compétition partout. Ok. Et là, je voulais qu'on continue ta présentation avec un petit jeu, si ça te va. Tu préfères. Je trouve que c'est une manière un peu originale d'un peu montrer ta personnalité. Donc voilà, si ça te va, on peut Allez, faire quelques questions. Ok. Du coup, la première, tu préfères embaucher Homer Simpson ou Peter Griffin? bonne question. Je dirais peut-être Peter Griffin Ok. Tu préfères créer ta boîte en France ou à l'étranger? en France. Tu préfères investir dans l'entreprise d'un membre de ta famille au bilan douteux ou dans la boîte de ton pire ennemi, future licorne? Pas évident. Mais là, comme ça, sans aucun détail, je dirais le pire ennemi futur licorne. Tu préfères Google ou Amazon? Hmm. Ouais, je dirais quand même Google. T'es plus Elon Musk ou Warren Buffett? Euh, on va dire Warren Buffett. Tu préfères Surfing Bitcoin ou ETHCC? Ah, je dirais que HCC, quand même, c'est difficilement battable. Et tu préfères faire du stock picking ou parier sur des ETF? Hmm. Ah, je dirais stock picking parce que c'est plus drôle, mais je pense que le plus raisonnable pour la majorité des gens serait d'acheter les ETF. Ok, bah super cool à toi d'avoir participé à ce petit jeu. Du coup, on va reparler un peu de ton projet actuel, Usual. Je voulais que tu nous le présentes de manière assez simple pour que les gens comprennent un peu ce que c'est, même Bah, si on l'a un peu évoqué avant. la manière la plus simple de le présenter, c'est de dire qu'on essaie de reconstruire Tether on-chain, en quelque sorte. Euh, Là où Tether est centralisé, opaque, entre guillemets, totalement contrôlé par certaines personnes et entités dans le champ, on va dire, hors crypto, parce que finalement, c'est un actionnariat classique, etc. On essaie de reconstruire tout ça on-chain, c'est-à-dire d'avoir le collatéral qui back le stablecoin on-chain, représenté par des jetons, donc qui représentent des parts de fonds monétaires. C'est exactement le même type de collatéral qu'ont Tether ou Circle. Un stablecoin qui est de facto on-chain, hein, j'ai envie de dire, ça, le token de Tether est on-chain aussi, et tout cet ensemble de smart contracts qui permet à la machinerie de fonctionner, et donc aussi de récupérer finalement collectivement les profits générés par le collatéral, parce que bah, des dollars qui ne travaillent pas dans la finance traditionnelle, ça existe quasiment pas, vu qu'il y a toujours des gens intéressés pour avoir des dollars j'ai envie de dire, en emprunt. Donc, il y a toujours des intérêts à gagner en prêt. Et surtout, il y a quand même souvent quelqu'un qui est d'accord pour emprunter, qui sont les États-Unis, qui permet de faire travailler donc ce collatéral. Et Tether a fait des chiffres de bénéfices qui sont absolument incroyables, de 6 milliards qui battent même BlackRock en termes de revenus avec 100 fois moins d'employés, 100 fois moins d'actifs sous gestion. Et finalement, c'est un peu j'ai envie de dire, c'est un peu comment dire, pas une aberration, mais une irrégularité que Tether existe encore avec ce modèle dans les cryptos. Je pense qu'ils ont clairement rendu un service à la période où ils sont nés, parce qu'il n'y avait pas d'alternative, j'ai envie de dire, et qu'ils ont effectué un travail
qui a permis quand même d'étendre les usages de la crypto, d'étendre aussi le paysage de la crypto, je pense. Mais en revanche, le modèle paraît un peu dépassé de nos jours parce qu'on peut totalement le reconstruire de manière décentralisée et faire en sorte qu'on soit tous copropriétaires de ces stablecoins qu'on utilise aussi tous. Clairement, c'est une des verticales et un des cas d'usage des cryptos qui a été prouvé de chez prouvé. Il y a vraiment des gens qui l'utilisent pour payer dans le sud. Il y a des grandes sommes d'argent qui sont aussi transférées dans le nord. C'est la contrepartie number one de tous les exchanges centralisés et aussi dans la DeFi. Donc finalement, c'est un business qui fait sens, qui a montré qu'il fait sens, mais pour l'instant, il y avait pas trop eu de tentatives d'essayer d'aller sur le terrain de Tether et Circle, qui sont des stablecoins backés par de la fiat, donc des bons du trésor ou autres, et les alternatives dans la DeFi fonctionnaient de manière assez différente. Et nous, on essaie de vraiment répliquer le fait que ce soit fiat-back, donc garanti par du collatéral dollar et pas du collatéral crypto. Et on a toute une logique de redistribution enfin, le protocole a toute une logique de redistribution de la valeur à travers son jeton de gouvernance et le fait que finalement n'importe qui peut détenir ce stable, peut le staker en quelque sorte, ce qui va permettre au protocole d'avoir des revenus futurs. Parce que si les gens restent en stable dans le protocole, ça veut dire que le protocole génère des revenus. Et donc, à ce moment-là, il va y avoir des jetons émis aux gens qui finalement détiennent des stables loqués. Un peu comme un livret d'épargne. Si vous déposez dans le livret d'épargne, vous avez plus ou moins comme des actions de la banque. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. C'est de faire une entité financière décentralisée où les gens peuvent finalement déposer des actifs, les utiliser sous une autre forme, celle d'un stablecoin, celle de la version du stablecoin staké qui va accumuler finalement des jetons de gouvernance et tout le treasury et tous les revenus vont dans le treasury de la DAO et donc ce treasury appartient à tous les gens qui auront obtenu des jetons de gouvernance. Et donc la valeur du jeton de gouvernance sera directement liée théoriquement au revenu du protocole. Et c'est un peu ça la logique, c'est de se dire que en donnant un jeton de gouvernance, on va donner finalement plus de revenus potentiels aux gens parce que au lieu que le protocole distribue directement le rendement généré par le collatéral, donc ça c'est une valeur présente, il va distribuer finalement un jeton de gouvernance qui est la propriété des smart contracts et du treasury, donc qui est le présent mais aussi le futur finalement que va générer le protocole, surtout si la personne conserve ses jetons. Et aussi la valeur d'utilité, parce qu'on va essayer d'ajouter plein de features sur le tour de gouvernance, comme le fait d'avoir des gauches qui permettent ça va être très DeFi, mais qui permettent d'orienter les émissions de nouveaux jetons de liquidité, enfin ce genre de choses. Et donc, voilà, on a essayé d'avoir une logique économique qui fait sens, qui permet de bien distribuer la supply à tous les gens qui l'utilisent, pour avoir quelque chose de vraiment décentralisé et avec un modèle un peu innovant qui devrait potentiellement permettre de faire en sorte que le protocole soit plus profitable que d'autres parce qu'au lieu on va dire, de se vider des revenus qu'il fait, comme la majorité des protocoles qui redonnent une grande partie des rendements au LP, nous, on a décidé de séparer un peu les deux et de se dire que, en fait, le protocole, son but, c'est d'accumuler finalement un trésor, un peu comme ce que fait Warren Buffett dans Berkshire Hathaway. Il ne distribue pas de dividendes, il fait que accumuler, entre guillemets, au sein de cette société. Et tous les gens qui sont actionnaires de Berkshire, ils sont juste actionnaires, j'ai envie de dire, d'un tas d'actions qui ne leur rapportent pas directement d'intérêt, mais qui, par la valeur des actions, leur rapportent un rendement. Donc, c'est un peu la même logique qu'on aimerait avoir avec finalement ce trésor de guerre qui serait partagé collectivement à par tous les holders du jeton de gouvernance. Et les holders du jeton de gouvernance, c'est ceux
qui auront participé finalement d'une manière ou d'une autre au protocole. Et c'était assez important pour nous de redonner aussi ce pouvoir finalement à l'utilisateur, parce que c'est quand même dingue qu'on passe à côté de ces 6 milliards, alors que la crypto est là pour ça, est là pour établir un peu cette balance et qu'on puisse se réapproprier différents instruments financiers. Et là, dans le cadre des stablecoins, ça nous paraît clé qu'on ait un peu un contrôle finalement partagé sur cette forme de monnaie fiat qu'on utilise dans les cryptos. Alors, même si je ne suis pas forcément le plus grand croyant du dollar, on va dire, je pense que ça reste malgré tout un instrument dont on va se servir quelques années encore. Et donc, autant en avoir une forme assez pure, dans le sens où elle est garantie à 100%, alors que dans les banques, elle va être garantie à 10%, par exemple, parce qu'ils ont le droit de se leverage. Nous, il n'y a pas de levier, c'est-à-dire que le protocole détient 100% de ce qui back le stablecoin. Et donc, finalement, c'est aussi offrir une alternative potentiellement meilleure à ce qui existe actuellement et qui pourrait, je pense, cohabiter totalement avec à la fois le système traditionnel et le système crypto. Ok, ouais, vous voulez ramener un peu l'esprit initial crypto, blockchain et décentralisation dans le secteur des stablecoins pour un peu reprendre la place un peu centralisée de Circle et Tether, en gros. Absolument. En tout cas, d'offrir une alternative à tous ceux qui voudraient, j'ai envie de dire, utiliser un protocole dans lequel ils ne sont pas juste clients, quoi. Ils sont clients et owners, ce qui est un peu le but général des cryptos. Et je voulais savoir, pour lancer un projet comme ça de stablecoin, est-ce qu'il y a des grosses barrières à l'entrée, que ce soit réglementaire, que ce soit d'avoir un minimum de fonds je pense que ça va être quand même assez compliqué, ou vu que c'est… Ça dépend, j'ai envie de dire, ça dépend l'objectif, la manière dont il est construit, etc. Nous, dans notre cas, il y a quand même pas mal j'ai envie de dire, de problématiques difficiles à résoudre les mains vides, quoi. Enfin, je veux dire, si quelqu'un fait un protocole 100% crypto avec des CDP, etc., 100% DeFi, il n'y a pas de real world asset, il n'y a rien de tout ça. Je pense que un gars qui est très fort en dev peut le lancer tout seul, entre guillemets. Après, quelle va être l'attraction, quelle va être la réussite de ça, c'est autre chose. C'est une question qui est un peu difficile parce que je pense que ça dépend vraiment de l'ambition que tu as de ton projet. Et ce qu'on entend par le fait de lancer, c'est de le lancer et de réussir à avoir de l'attraction ou pas. Parce que en soi, il y a l'aspect, bien sûr, développer le produit, mais il y a l'aspect réussir à le faire adopter aussi. Et je pense que les deux, enfin nous, dans notre cas, nos ambitions sont assez élevées. Et le but, c'est clairement d'essayer d'aller sur le haut du podium pour challenger les deux géants que sont Tether et Circle. Donc, pour ça, c'était dur d'y aller totalement démuni. Et donc, on a réussi à lever des fonds pour réussir à avoir une équipe consistante, à avoir du temps, de pouvoir développer le protocole comme il faut. Donc, tout ça, ça demande… Ouais, j'ai du mal à penser qu'on puisse y arriver vraiment sans moyens du tout, que ce soit humain ou financier. Je ne sais pas si j'ai dévié de la question, mais en tout cas, je pense que ça devient en tout cas là dans les cryptos peut-être de plus en plus dur de faire un peu un petit projet comme ça seul, enfin surtout sur un domaine comme ça où il y a quand même un peu il y a de la réglementation, il y a le fait de devoir avoir des contreparties pour pouvoir être enregistré auprès des différents tokenizers, etc. Donc il y a quand même, ouais, je pense que c'est un terrain où c'est risqué en tout cas de nos jours d'y aller sans rien, à part si c'est 100% crypto, quoi. C'est vraiment que des smart contracts qui n'ont aucune interaction avec des actifs du monde réel. Ok, et je voulais savoir, du coup, votre objectif, c'est de rester plutôt on-chain avec tout ce qui est finance décentralisée, ou vous voulez aussi vous implanter sur les plus gros échangeurs centralisés, par exemple comme Binance, KuCoin, Kraken? Le but, c'est d'être partout. Après, on pense que
La première, comment dire, le premier champ logique, c'est la DeFi. Ça peut aller jusqu'à quelques milliards de TVL, on pense, dans la DeFi. Après, on va aller chercher quand même des listings sur des SEX. Mais sur le stablecoin, on voit mal comment on réussira à être listé sur un gros exchange avant d'atteindre quelques millions de TVL, parce qu'il y a vraiment une logique même de nécessité d'un point de vue opérationnel d'avoir beaucoup de profondeur de liquidité, d'avoir des montrées de l'usage, etc. Donc les échanges ne peuvent pas trop prendre de risques en listant des stablecoins jeunes, à part si, j'ai envie de dire, ils sont partie prenante de l'expérience. Et même quand ils le sont, on peut voir dans les investissements qu'ils ont fait, ils ne vont pas forcément lister le stablecoin en question. Donc, ça fait partie de nos objectifs. En revanche, c'est pas un objectif à court terme. Ce sera plus le jeton de gouvernance qu'on va aller chercher à lister sur les plateformes d'échange. Et j'ai oublié de spécifier tout à l'heure, le jeton n'est pas encore lancé. Là, pour l'instant, les gens peuvent gagner des pills, donc c'est des pilules. C'est notre campagne entre guillemets de points, qui est notre campagne de pré-lancement, qui dure depuis donc 2 mois et qui est encore à peu près un peu plus d'1 mois avant qu'on lance totalement le protocole. Et du coup, je voulais parler un peu plus stablecoin et savoir ce que tu pensais un peu des stablecoins algorithmiques comme on a vu sur l'écosystème Terra Luna où c'était pas forcément très bien fini avec justement ce système de on burnait on rachetait du stablecoin avec l'un des jetons et du coup ça avait emmené l'écosystème un peu à zéro. Je voulais savoir ce que tu pensais un peu des stablecoins algorithmiques justement. Moi, j'ai toujours trouvé ça, comment dire, assez stimulant et fun. Et je pense qu'il y a un moyen de craquer le truc, en gros. Je suis pas un boomer des stablecoins algorithmiques. Je pense qu'il y a moyen de craquer le truc. On avait d'ailleurs pensé il y a eu plein de modèles différents par lesquels on est passé. Il y en avait un qui était semi-algorithmique sur Usual, mais c'est pas du tout celui-là sur lequel on a terminé. On voulait quelque chose de beaucoup plus solide et stable entre guillemets. Mais moi, je pense en tout cas qu'il y a moyen d'arriver à quelque chose d'algorithmique. Dans Terra Luna, il y avait clairement une mauvaise conception. Moi, depuis le début, je n'avais jamais accroché pour trouver même des interviews ou autres où c'est pas mon truc. Il y avait des erreurs grossières, quoi, je veux dire, dans la manière dont ils l'ont implémenté, ne serait-ce que puisse y avoir un différentiel de valeur dans les deux sens entre la supply de Luna et la supply de UST et vice-versa, ce qui fait qu'il y a mécaniquement une déspirale qui peut apparaître. Donc ça, ouais, comment dire, je pense que ça a fait beaucoup de mal, Terra Luna, parce que j'ai même j'ai même du mal à repenser à quel point, comment ça a pu être vu comme aussi sûr à un moment. C'est vrai que la croissance a été dingue. Et donc, je pense que l'expérience Terra Luna a montré finalement que les gens peuvent dépasser les a priori sur un objet monétaire. Parce que pour le coup, là, c'était baqué sur rien. Et il y a quand même plein de gens qui étaient d'accord pour lui accorder le prix d'$1, j'ai envie de dire. Donc, je pense que il y a quelque chose de l'ordre du possible. Et de toute manière, nos systèmes monétaires sont des conventions aussi, qui sont baquées sur rien. Donc, pour moi, je pense vraiment pas que ce soit déconnant qu'un jour il y ait des stablecoins totalement algorithmiques qui fonctionnent. Je pense qu'on n'a pas encore craqué le truc. Ok, ouais, non, j'avais un peu le même avec toi. Je me disais que ça peut être intéressant à plus long terme, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a encore un projet justement qui ait trouvé comment faire un truc assez stable et assez solide pour que justement il n'y ait pas un effondrement à un moment. Et je voulais savoir, toi, en tant qu'investisseur, est-ce que tu regardes un peu la masse des stablecoins en circulation pour voir s'il y a un retour d'intérêt sur les cryptos? Parce que c'est vrai que souvent, quand on voit qu'il y a pas mal de stablecoins qui sont mintés, c'est vrai que ça veut souvent dire qu'il y a pas mal d'institutionnels qui arrivent avec de l'argent frais à investir dans les cryptos. Ouais, je pense que c'est un assez bon indicateur. Après, celui que j'aurais aimé le plus voir, c'est un autre indicateur sur les stablecoins, qui est celui de
du premium sur le prix des stablecoins. C'est-à-dire quand le prix des stablecoins augmente, c'est-à-dire qu'il surpègue un petit peu, genre à 1,00, 4, 8, etc. Et c'est ce qui s'est passé en mai 2021, par exemple, qui était un des rares indicateurs qui pouvait vraiment montrer qu'il y avait un top qui se préparait depuis quelques mois, parce qu'en fait, les stablecoins cotés à premium, ce qui veut dire que les gens vendent leur BTC en stablecoin, donc ils achètent du stablecoin, et donc ça fait monter le prix des stablecoins le temps que les arbitres l'arbitrent. Et donc ça, c'est un excellent, je trouve, indicateur de top. Après, bon, mais les gens qui... Parce que personnellement, je préfère le mean reversal. Donc, regarder que les stablecoins sont en train d'augmenter, c'est plus quelque chose pour les gens qui vont trader le momentum, pour moi, entre guillemets. Et donc, se dire, bon, ben voilà, le momentum revient, la uptrend revient. Mais ça reste... Enfin, je pense que ça reste un bon indicateur. Ça montre un peu la liquidité, on va dire, du marché crypto, en quelque sorte. Quelles sont les liquidités disponibles. Et là, en travaillant dedans, c'est assez étonnant de voir comment c'est dur quand même de tracer vraiment où sont tous les stables, etc., à quoi ils servent. Parce que nous, bon, on s'est forcément posé la question pour essayer de voir qui on a à convertir, entre guillemets. Et c'est pas forcément facile de bien comprendre ouais, toutes les poches de stables, parce qu'on voit tout on-chain, mais on ne sait pas vraiment où c'est non plus, quoi. Ouais, moi, c'est vrai que c'est un indicateur que je regarde, mais plus pour voir s'il y a un retour d'intérêt. Et je le regarde assez rarement. C'était plus quand je voyais qu'on commençait à être bien bas en bien market, qu'il n'y avait plus d'intérêt. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un peu de retour qui va se faire pour voir s'il y a un peu de traction pour justement revenir dessus. Mais c'est vrai que c'est intéressant. L'indicateur que tu as montré, c'est vrai que je ne le regardais pas, le fait qu'il y ait un premium sur les stablecoins, mais c'est vrai que ça peut montrer un peu une euphorie à venir et un top potentiel. Absolument. Ok, maintenant je voulais passer du coup sur une autre question. Je voulais avoir un peu ton avis sur est-ce que tu penses que les real world assets peuvent un peu devenir le futur de la finance et être très utilisés? Parce que c'est vrai que vous basez justement sur les bons du trésor tokenisés pour backer votre stable. Du coup, je voulais savoir un peu ce que tu pensais du futur des real world assets. Ouais. Alors moi, enfin, là, c'est une position que j'ai pas bougé, hein. Je pense que les cryptos, c'est une excellente forme de euh, preuve de propriété et de transport de valeur, on va dire. Donc, je pense, enfin, comment dire, j'ai du mal à voir la tokenisation comme un truc en soi. Pour moi, pour le coup, là, c'est juste un upgrade technologique qui va faire passer la propriété de la propriété papier, puis de la propriété papier électronique dans des registres, à de la propriété dans des registres 100% électroniques et décentralisés. Donc, je le vois plus comme une nouvelle manière de s'échanger des titres de propriété, une nouvelle manière, une nouvelle forme finalement pour les titres de propriété que comme une trend en soi. Après, bon, dans les cryptos, il y a des narratifs, il y a des verticales comme ça. Donc là, il s'avère que cette narrative, c'est Real World Asset. Mais je pense que d'un point de vue général, c'est une évolution technologique du titre de propriété. Et donc, qu'il n'y a pas de Real World Asset en soi. Il y a cette évolution du type de propriété qui va se propager à différents secteurs financiers en premier, dans des pays en premier, parce qu'ils vont l'adopter. Et c'est logique qu'ils l'adoptent parce qu'il y a plein il y a plein j'ai envie de dire, de particularités utiles. La disponibilité 7 sur 7, 24/24, le fait de pas forcément avoir pas forcément avoir de tiers de confiance, le fait de pouvoir programmer des choses, le fait donc de pouvoir aussi programmer tout ce qui est compliance si c'est des, euh, des entités qui ont besoin de ça. Le fait de pouvoir réutiliser toutes les briques financières que produit la DeFi. Enfin, il y a, je vois pas de raison rationnelle de vouloir s'acharner à être sur des papiers alors qu'on a les différents protocoles qui existent désormais, qui vont pouvoir scaler aussi en plus de plus en plus. Il manque peut-être un peu de facilité d'usage, j'ai envie de dire. Euh, et encore, parce que finalement, l'admin des boîtes, elle est très complexe aussi. Donc, ouais, pour moi,
c'est de l'ordre de l'évidence, j'ai envie de dire. Je pense vraiment que ça va être… je ne sais pas combien de temps ça va prendre, parce que toutes les évolutions technologiques, elles prennent du temps à être adoptées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je ne vois pas de challenge de… Je vois moins un challenge de changement de société, comme on peut le penser pour Bitcoin ou autre, mais simplement une évolution technologique cohérente et qui devrait apporter plus à tout le monde. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que moi, je le vois aussi sur le long terme avec ce côté. Ça peut apporter beaucoup de synergie et beaucoup d'avantages à beaucoup de secteurs, avec plus de rapidité, moins d'intermédiaires, baisse des coûts, la liquidité, la disponibilité 24 sur 24. Donc, c'est vrai que je pense que s'il y a un narratif sur lequel parier sur les 10 prochaines années qui peut vraiment s'installer et Ce faire qui a visibilité. bloqué l'expansion de ça, c'est juste le droit, quoi. Enfin, la réglementation, etc. Si, enfin, demain, il n'y a pas de réglementation. Entre guillemets, on découvre ça au XVIIIe siècle. On découvre les cryptos au XVIIIe siècle quand ils commencent, enfin même un peu avant, quand il commence à y avoir des SA, etc. Ben, on utiliserait ça. C'est juste que bon, ben là, avec le système tel qu'il existe actuellement et ce système-là, il y a quand même des différences notoires, et donc ben, il y a toute une réadaptation du droit à faire, quoi. Ok, et je voulais passer du coup sur un autre secteur qui est plutôt dans ton domaine, du coup la finance décentralisée. Je voulais savoir ce que tu pensais un peu de son évolution. C'est vrai que là on voit pas mal de nouveautés qui apparaissent avec le restaking, le fait qu'il y a pas mal de protocoles qui veulent un peu plus se décentraliser et enlever un peu on va dire l'influence que peut avoir leur fondation, comme par exemple la AVE et DYDX. On a aussi une amélioration de l'UX avec tout ce qui est account abstraction, par exemple aussi sur DYDX. Donc, je voulais savoir quel était ton avis un peu global sur la finance décentralisée et si selon toi, ça pouvait revenir un peu sur le devant de la scène, même d'un point de vue investissement, parce que c'est vrai que on voit que ça fait un moment que la finance décentralisée a un peu la tête sous l'eau, entre guillemets. J'ai envie de dire, la finance décentralisée, elle existe depuis le début des cryptos, hein. Le premier truc qui s'appelait Bitcoin, et qui reste là et qui continue de permettre de s'échanger de la valeur à travers un protocole ouvert et un réseau décentralisé. Donc ça, faut jamais oublier que c'est le use case number one, hein, des cryptos pour l'instant, et qu'il le demeure. Tous ces gens qui, pendant des années, ont cherché tout un tas d'utilités diverses et variées à la blockchain, la blockchain magique, et qui ont totalement réfuté l'usage financier, alors que pour l'instant, celui qui a fait ses preuves, c'est celui-là. Je pense que c'est un secteur où on voit clairement que il y a, j'ai envie de dire, ça répond à des besoins, ça permet des services, il y a de l'usage, il y a du volume d'usage, des nouveaux utilisateurs, de l'amélioration des produits existants, avec toujours quand même une conscience de la décentralisation de la part des projets qui essaient de le faire le plus possible, comme tu disais avec AV ou DYDX. Il y a quand même cette vraie volonté de réussir à construire des structures décentralisées, résilientes. Je pense qu'en plus, il y a une certaine maturité maintenant. Enfin, maturité, ça reste très très jeune, hein, mais c'est une des verticales des cryptos qui commence à avoir vécu et qui commence à avoir une bonne base solide. Je pense que c'est assez impressionnant de voir que pendant l'espèce de Black Monday qu'on a eu en août, il ne s'est rien passé de dramatique dans la DeFi, alors que pourtant il y a eu des grosses chutes du marché crypto, etc. Et il n'y a pas eu de cascade horrible de liquidation ou un protocole qui a pas plus été collatéralisé ou je ne sais quel problème. On voit aussi que c'est de plus en plus résilient. Il y a de plus en plus aussi d'outils et d'infrastructures qui permettent de couvrir finalement tous les besoins de la DeFi. Donc, il y a toutes ces nouveautés UX qui vont arriver d'account abstraction ou autre. Donc, moi, je pense que vraiment, on arrive à un âge assez mature de la DeFi pour qu'elle soit adoptée à un plus grand nombre et qu'elle soit même utilisée j'ai envie de dire, en ossature ou en architecture, même peut-être de services plus Web 2. Ça serait vraiment pas déconnant que bientôt quelqu'un puisse prêter sur Aave depuis son après-volute, quoi. Je pense que ça commence à devenir assez mature pour ça. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça serait, pour le coup, parce que le paiement, etc., crypto, Bitcoin, etc., je le mets quand même dans quelque chose d'un peu séparé, parce que c'est très, très organique. C'est des usages qui sont super organiques, qui n'ont même pas besoin parfois
d'app à l'ancienne pour être adopté, vu que c'est seulement un wallet, etc. Donc, c'est un usage un peu différent. Très direct, on va dire, c'est acheter des bitcoins ou acheter des stablecoins, les envoyer à quelqu'un d'autre, la personne les retire. Là, c'est des interactions qui sont potentiellement plus complexes. Et ce serait une des premières fois où il y aurait des interactions un peu plus complexes qui seraient vraiment adoptées dans des apps traditionnelles, je pense. Et ça peut être intéressant. Donc, moi, je suis très non, je pense qu'on est vraiment qu'au début de ce secteur et qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont naître. Et la modularité que la DeFi permet, c'est génial, quoi. Enfin, ça permet de pouvoir créer des enchaînements ou utiliser plusieurs protocoles à la fois et d'avoir finalement une grande liberté, une grande flexibilité dans ce qu'on peut faire avec ces actifs crypto et du coup d'avoir une meilleure efficience du capital tout en limitant, j'ai envie de dire, les intermédiaires et ce genre de choses. Donc, moi, je pense que c'est plutôt un apport, en tout cas, que d'avoir ce champ d'application qu'est la DeFi. Ok, et je voulais savoir ce que tu pensais un peu du critère du real yield pour justement regarder un protocole DeFi, parce que c'est vrai que lors du dernier bull run, il y avait pas mal d'incentives qui faisaient, on va dire, ruisseler la liquidité d'un protocole à un autre ou d'une blockchain à une autre. C'est vrai que je pense que regarder le real yield, c'est-à-dire vraiment si le protocole dégage des revenus et tout, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je voulais savoir si tu regardais ce critère, toi, pour soit utiliser un protocole ou même investir dedans. J'ai envie de dire oui, vu que nous, c'est un de nos… c'est une des choses qui nous était chère pour le protocole usual. Donc, on a un real yield constant qui est extérieur, extrinsèque, etc. au protocole grâce au Money Market Fund. Donc, le protocole est toujours positif en termes de génération de profit normalement. Et c'était très important pour nous. Je pense qu'il y aura de plus en plus de protocoles basés là-dessus. Après, comme les RWA, je trouve que c'est un peu un terme. Oui, il est là parce que c'est bien de faire attention à ça, mais je veux dire, se demander si une boîte fait du bénéfice, entre guillemets, c'est comme plutôt la base j'ai envie de dire, du business. Et c'est juste se demander ça. Après, il peut y avoir aussi une logique d'entités qui vont chercher d'abord à avoir de la croissance en termes d'adoption pour après la monétiser, comme on a pu le voir même avec des Amazon, des Facebook ou autres qui n'ont parfois pas fait de bénéfices pendant des dizaines d'années. Je pense qu'on peut avoir la même chose aussi dans les cryptos. Et donc, voilà, pour moi, ça serait pas… ça ne veut pas dire que c'est un no-go, ça dépend finalement un peu le plan et le business model de l'entité en question. Mais c'est clair que c'est mieux d'avoir des boîtes qui font des bénéfices. Il y a beaucoup trop de tokens qui servent à rien et qui sont soutenus par rien. Je ne veux pas casser du sucre, hein, mais par exemple, même dans les gros protocoles qui peuvent être dans le top 100, il y en a vraiment dont je me demande l'utilité du jeton et à quoi il est corrélé, quoi, parce j'ai l'impression ni corrélé à des revenus, il n'a ni une utilité très définie. Donc, il y a encore trop de jetons qui sont là pour la déco. Ça, je suis absolument d'accord. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas voulu faire et on n'a pas de dispersion de valeur. Nous, il n'y a pas une entité privée qui prend un petit truc au passage ou qui a des intérêts désalignés. Tout est dans le jeton. Toute la propriété entre guillemets smart contract est pour les détenteurs du jeton. Tout le rendement généré par le collatéral va dans la trésorerie de la DAO, etc., etc. Et ça nous semblait très important. Et après, on veut rajouter des utilités sur le fait de détenir le jeton dans certaines interactions avec le protocole ou autre. Mais oui, donc j'ai tendance à dire oui, une entité qui fait des bénéfices, c'est mieux, surtout si son but est lucratif. Et après, des jetons qu'une utilité, j'espère qu'il y aura que ça et que les gens vont plus considérer la tokenomics aussi, parce que nous, ça a été une grande part de notre travail. C'est avant tout de l'ingénierie financière, de la dynamique des systèmes, comment faire en sorte que tout le monde soit aligné perpétuellement et qu'on arrive à générer les bons comportements de la part des utilisateurs, même si eux peuvent avoir des buts opposés à la base. Et c'est un peu ça
qui est challengeant aussi, qui est intéressant dans les cryptos, c'est de pouvoir véritablement penser un système économique, ces interactions, et essayer de faire en sorte que ces interactions fassent que les intérêts de l'individu convergent avec les intérêts du collectif. Et c'est un peu ça que réussit à faire assez subtilement Bitcoin, Ethereum, etc. Et nous, on essaie de vraiment penser ça tout en faisant quelque chose qui est durable et lié à un revenu réel. Ok, bon, super intéressant. Je voulais passer sur un dernier sujet. Qu'est-ce que tu penses un peu du FUD qu'il y a sur Ethereum? C'est vrai qu'on a des bons fondamentaux, un outils plutôt positif avec les ETF. Et de l'autre côté, il y a quand même pas mal de personnes qui perdent, entre guillemets, un peu confiance en Ethereum, pas mal de FUD sur les réseaux. Voilà, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Moi, je pense que, comme on dit, quand il y a du FUD, c'est peut-être le bon moment de s'intéresser au sujet. Non, pour moi, je comprends pas trop. Je trouve que c'est un peu facile de tirer sur Ethereum. Par exemple, quand juste avant l'update des blobs, tout le monde était là, les fees d'Ethereum sont trop chers, les fees d'Ethereum sont trop chers, ça va dans le mur. Les blobs résolvent le problème des fees chers sur Ethereum et tout le monde dit les fees sont pas chers, les fees sont pas chers, il n'y a pas d'utilité, personne n'est sur Ethereum. Enfin, il y a quand même un côté cassage de sucre perpétuel sur Ethereum de la part de pas mal de gens. Parce que l'actif, pour le coup, c'est vrai, moins performé que d'autres. Mais en attendant, la roadmap d'Ethereum, elle continue son chemin. Les L2 sont quand même construits sur Ethereum. Il peut y avoir des risques de capture de valeur par les L2. Dans tous les cas, les cryptos sont toujours une expérimentation où il peut se passer des choses imprévues. Après, moi, je n'ai pas du tout l'impression que ça se passe mal pour Ethereum. J'ai l'impression que les devs continuent de shipper. Justement, ces améliorations pour le protocole, pour réussir à continuer d'améliorer scalabilité, décentralisation et alignement. Et je pense que ça va plutôt dans la bonne direction. Après, est-ce que c'était une erreur de faire le pari des L2 et est-ce que Ethereum va se faire, est-ce que Base est le futur Ethereum? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser parce que là, il y a une force de frappe aussi que communication, d'adoption, etc. Mais je pense que même pour Base, c'est assez intéressant de ne pas laisser tomber Ethereum finalement parce que Base sans Ethereum, c'est beaucoup de problèmes pour Base, je pense. Notamment d'un point de vue justement réglementaire. Ce serait encore plus de problèmes parce que les validateurs de Base deviendraient un peu très centralisés s'ils font plus de preuves spécifiques dans Ethereum. Enfin, encore plus en quelque sorte. Donc, je pense que tout le monde a intérêt à ce que Ethereum reste. Je pense que le IP 1559, c'était un super EIP, une super mesure économique. Les fees ont baissé, c'est logique, c'était le but. Je pense qu'elles vont réaugmenter dès qu'il y aura de nouveau une petite période d'euphorie sur les cryptos. Et en fait, on sera très content de les avoir baissés et on aura plus de capacité. Et il y a peut-être aussi quelque chose de cyclique qui va commencer à apparaître chez Ethereum. Et moi, je suis plutôt positif sur les développements futurs. J'ai l'impression que c'est encore la colonne vertébrale, finalement, de la majeure partie de l'écosystème crypto. J'aurais aimé que ce rôle-là soit Bitcoin qui l'a. Bitcoin, il s'est spécialisé dans son rôle de, on va dire, réserve de valeur un peu hors numérique. Ethereum a un peu pris tout le reste de ce qui est de l'ordre de l'applicatif. Peut-être qu'on va avoir plus de merge aussi avec tous les projets qui veulent faire des choses avec Bitcoin. Donc ça pourrait être un risque pour Ethereum, potentiellement. Mais ouais, j'ai du mal à me dire que il va y avoir Ethereum va être délaissé alors que tout se construit dessus. Ça me paraît très antinomique. Et il faut aussi se dire que s'il y a une croissance très forte des transactions sur les L2, ça devrait aussi retomber sur le L1. Enfin, on est loin d'avoir vu tous les effets de cette nouvelle architecture, j'ai envie de dire, du monde crypto avec les L2, etc. Parce qu'on n'a toujours pas eu de phase vraiment haussière qui montrerait un usage un peu plus
un peu plus constant et fort en fait de ce nouvel Ethereum qui est fait pour scale en fait, qui n'est pas fait pour l'usage qu'il a actuellement peut-être aussi. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Moi, je crois même en un flipping futur. Donc, pour te dire, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Ok, bah du coup, on arrive sur la fin du format. Merci à toi d'être venu sur la chaîne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux Merci à rajouter? toi. Pardon? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Comme toujours, faites vos expériences, mais faites-les un peu prudemment. Mais je pense que ça vaut le coup en tout cas de toujours expérimenter dans les cryptos. On arrive sur la fin de l'interview, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type de format et si vous en voulez d'autres avec d'autres invités. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Dans cette vidéo, Adli nous a apporté beaucoup de valeur en parlant de divers sujets, que ce soit les stablecoins, les RWA, la finance décentralisée ou encore l'état actuel du marché et le FUD qu'on voit sur Ethereum. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.